bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui reçoit Monsieur Bakary Sega Bathily, directeur général de Apix SA. Monsieur Bathily est donc un pur produit de cette agence. Il a été formé d'abord ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à Nice en France à l'université Sophia Antipolis. Il a fait du management, du développement industriel ainsi que de l'audit informationnel et stratégique. Merci beaucoup Monsieur Bathily d'avoir bien voulu accepter l'invitation du jury du dimanche. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Gueye pour l'invitation aussi également. On peut dire que vous avez donc gravi, comme on dit, les échelons au sein de l'APIX. Votre promotion n'est pas usurpée là-bas. Permettez-moi d'abord, en tout cas, à la suite du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, de souhaiter en tout cas à l'ensemble des Sénégalais une bonne et heureuse fête, en tout cas d'indépendance internationale, qu'on a suivi hier, et ça a été un moment de communion et de consécration quand même de l'avènement d'une nouvelle ère au Sénégal. Et aujourd'hui, je me retrouve ici en face de vous pour parler de l'actualité et aussi des différentes perspectives qui se présentent au Sénégal. Pour moi, pour ma part personnellement, effectivement, je suis un pur produit de l'APIX et j'en suis très fier. J'ai démarré à l'APIX en 2008 en tant que stagiaire. J'ai l'habitude de rappeler que j'étais un bout de table. Dès que j'ai démarré, je n'avais pas de bureau, j'avais pas de responsabilité. J'étais un assistant, stagiaire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu directeur général. Donc j'ai pu gravir les échelons également, mais aussi également en toute modestie, avec en tout cas la confiance renouvelée de son Excellence Monsieur le Président et de son Premier ministre Ousmane Sonko, et qui m'ont fait confiance pour me nommer directeur général. Effectivement, oui. Pourquoi on ne voit pas si souvent sur les plateaux, dans les médias? C'est une option, c'est une stratégie? Vous l'avez choisi comme ça? Non, ce n'est pas une option, une stratégie. Dès qu'on a été nommé à la tête de l'APIX, il nous fallait d'abord faire une situation. Parce que nous estimons qu'il y a un temps pour la communication, il y a un temps pour le travail de terrain, pour avoir une parfaite maîtrise des dossiers. Parce que, comme vous le savez, ça a eu des conséquences néfastes, la gestion antérieure. Et il nous fallait d'abord corriger ce qu'on a trouvé sur place. Et ça nous a pris du temps pour maîtriser un peu les fonds de dossier, qu'est-ce qui a été fait. Et nous avons aussi beaucoup travaillé, nous avons beaucoup contribué dans la formulation des nouvelles politiques, notamment la stratégie nationale de développement, l'agenda de transformation nationale. Donc on était en laboratoire pendant toute cette période-là, accompagner les nouvelles autorités dans cette nouvelle définition. Et ça nous a pris plus de temps. Et nous estimons qu'il est important de laisser le temps d'abord à l'autorité politique qui a sa vision, qui a en tout cas le timing de la communication politique, de sa vision, lui laisser cette prérogative-là et que nous, derrière, qu'on puisse venir pour accompagner cette communication avec les éléments techniques et les éléments beaucoup plus approfondis. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire de laisser ce temps-là à l'autorité, de camper le débat, en tout cas de redimensionner les sujets les plus importants sur lesquels nous tous nous devons nous aligner avant de rentrer maintenant dans une communication beaucoup plus technique et sur lesquelles nous sommes inscrits aujourd'hui. D'accord. C'est une question qui semble, qui vous a été posée 1000 fois, peut-on dire. C'est la suivante. Qui êtes-vous, l'APIX, et que faites-vous? Parce qu'il y a beaucoup d'explications qui sont données. Souvent, elles ne sont pas d'une totale clarté. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui répondre clairement à cette question? L'APIX, répondre à cette question, c'est à plusieurs volets. L'APIX est une organisation hybride. Hybride, tentaculaire, flexible, agile, qui s'adapte au contexte et à son environnement.
Elle a été structurée comme ça. L'APEX a été créée en 2000 par Maître Abdoulaye Wade, le président Maître Abdoulaye Wade, qui avait une vision. La vision, c'était de décloisonner les réalisations et surtout l'administration du secteur privé. Si vous regardez un peu le dispositif national d'appui au secteur privé, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons hérité en 2000 d'une administration, on va dire, coloniale, verticale, avec une forte concentration au niveau des ministères, à qui on reconnaît leurs attributs, et le portage politique de leurs actions. C'est nécessaire à ce niveau-là. Maintenant, il fallait déjà, je pense, et c'était ça son objectif, il y avait un agenda qui devait lui permettre de réaliser ses projets et ses réformes sans être cadenassé dans des bureaucraties. Parce que nous sommes dans un monde ouvert et très compétitif. Et ce monde ouvert et très compétitif exige de notre part une réactivité. Et cette réactivité-là, si on doit suivre la bureaucratie et l'ordonnancement hiérarchique, la verticalité de l'administration, les réformes prennent du temps à se réaliser, les projets prennent du temps à se réaliser. Parce que pour analyser un projet, de l'idée, sa maturation avec les études, on avait tendance à prendre 2 ans à 3 ans pour pouvoir réaliser un projet, parce qu'il faut étudier le projet, le maturer, aller chercher des financements et commencer les travaux. Et vu qu'il était dans une logique aussi également de réaliser des grands projets pour au moins laisser un héritage, il a eu l'idée, en tout cas après avoir expérimenté l'État, parce qu'il avait intégré l'État vers les années 90, il a vu quand même les glots d'étranglement de l'administration publique. Et donc c'était là où est né l'APEX. Et il a eu cette brillante idée quand même de le confier à une femme brillante, à qui je rends hommage aujourd'hui encore une fois, parce que c'est elle qui m'a recruté en tant que stagiaire, elle-même, et qui nous a inculqué ce goût et cette envie et cette force de servir le Sénégal à travers l'APEX. Donc, à partir de 2000, l'APEX a été créée en tant qu'agence d'exécution. Et à partir de 2007, pour lui donner encore plus de prérogatives et plus de moyens d'action, en 2007, on l'a transformé en société anonyme à participation publique majoritaire. L'État reste toujours majoritaire et on a ouvert ça au secteur privé, notamment le port qui est actionnaire aussi. Et ça lui a permis à l'APEX de pouvoir, en tout cas, mobiliser des fonds pour, avec des appuis budgétaires, bénéficier en tout cas de certaines sources de financement qui lui permet de réaliser. Et depuis lors, on a eu à réaliser de belles œuvres quand même. D'accord. Avant de venir, parce que l'APEX donc a 25 ans aujourd'hui, avant de venir au bilan, si on vous suit bien, votre agence a déversé ou a mis de la vitesse d'exécution dans les projets publics étatiques. Est-ce que donc le fameux fast track qu'on entendait et qu'on a vu a été impulsé ou boosté par l'APEX? Est-ce que l'APEX est donc la vitesse d'exécution qu'on a vue dans les travaux est venue de l'APEX? Tout à fait, parce que je pense que bon, après, tout dépend de comment utiliser Fast Track, parce qu'il y a des questions aussi qui sont liées à des questions politiques. Parce que Fast Track, pour répondre justement à un agenda politique, c'est pas ce qui est recommandé, parce que c'est ce qui nous a valu aujourd'hui le niveau d'endettement en si peu de temps, même si on a fait de belles réalisations qui peuvent être relevées, mais à quel coût? Donc Fast Track, pour faire Fast Track, il ne s'agit pas de ça. Donc je ne vais pas aujourd'hui auto-attribuer à l'APEX ce slogan-là, qui des fois est désuet parce que tout simplement ne permet pas de régler les problèmes structurels. Donc il y a Fast Track dans le sens où il faut décloisonner et accorder plus de célérité dans le traitement, en tout cas, de l'action de l'État. Mais il ne faut pas le faire tomber dans le fast track où il faut lever toutes les procédures, ne pas respecter les procédures de passation des marchés, ne pas respecter les procédures, en tout cas, de finances, les budgétaires, et réaliser des projets pour avoir à la fin un bilan. Il ne s'agit pas de ça pour nous aujourd'hui, même si, malheureusement, on est tombé dedans ces 10 dernières années avec des dysfonctionnements qu'on a pu noter dans certains projets qu'on a eu à réaliser. Maintenant, dans l'idée et dans les principes de base, l'APEX, effectivement, permet à l'État d'aller plus vite. Parce que tout simplement, c'est vrai que nous sommes dans une société anonyme à participation publique majoritaire. La loi d'orientation 2022-08
régit un peu ce secteur-là, parapublic. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de problématiques sont relevées dans le secteur parapublic, mais également nous sommes régis par l'OHADA. Donc ça nous donne cette flexibilité-là entre une administration publique, mais avec un management privé. Vous voyez cette dualité-là, et je veux dire même, c'est un avantage pour l'APIX. Ça nous permet de travailler, d'accorder en tout cas un service public, mais avec un management privé. Et qui nous permet d'être beaucoup plus flexible, de ne pas avoir des contraintes de bureaucratie et de verticalité dans l'administration des affaires publiques. D'accord. Et cette flexibilité-là, au bout de 25 ans, ça a donné quel bilan? Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table ici au Sénégal? Qu'est-ce que l'APIX a fait durant toutes ces années? Je pense que s'il y a une agence quand même qui ressort du lot durant ces 20 dernières années, ça doit être l'APIX en termes de réalisation. Et je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup me demandent quels sont les grands projets que l'APIX va réaliser sous le magistère du président Bassirou Diomaye Faye, parce que plus exactement, de Mme Mtagnan jusqu'à M. Muntagassi et M. Abdoulaye Baldé, sous le magistère d'Abdoulaye Wade et le magistère de Macky Sall. Effectivement, l'APIX a eu à porter les grands projets. Donc, on a été reconnu comme l'agence d'exécution, en tout cas de l'État des grands projets. À ce titre-là, on a réalisé plusieurs projets, déjà au niveau des réformes. L'APIX a eu à mettre en place aujourd'hui un cadre qui a été salué par tous et sur lequel nous comptons remettre, parce que ça a été abandonné ces 10 dernières années au profit d'un seul projet, le projet Terre. C'est le cadre, en tout cas général, de réforme. Et ce cadre de réforme-là est composé des groupes de travail avec le secteur privé, présidé par le secteur privé, un conseil interministériel de dialogue entre le secteur privé et le secteur public et le conseil présidentiel de l'investissement. Vous vous rappelez, aujourd'hui, le conseil présidentiel de l'investissement est le cadre, en tout cas institutionnel aujourd'hui, qui a été institutionnalisé pour pouvoir manager le dialogue public-privé entre le secteur privé et le secteur public. Ça fait plus de les 5 dernières années, depuis 2017 en tout cas, plus de 5 ans. Aujourd'hui, ce cadre n'existe plus, ça a été abandonné. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, le secteur public et le secteur privé ont été un peu en bisbille, tout simplement parce qu'il y a un défaut de compréhension. Et c'était l'option qui a été prise par l'ancien régime d'avoir une préférence pour le secteur privé international plutôt que d'avoir en tout cas d'appuyer le secteur privé national. Parce que tout simplement, il n'y avait pas de ce cadre de dialogue-là pour prendre en compte les préoccupations de notre secteur privé. Donc au niveau des réformes, pendant 20 ans, l'APIX a été, en tout cas, assurer le secrétariat et le management du dialogue secteur privé, secteur public. Et je pense que ça, en termes de réalisation, nous avons pu amener plusieurs réformes. Bureau de création en 24 heures, 48 heures. Les réformes sur le Code des investissements en 2004. Les réformes sur, aujourd'hui, l'administration des formalités administratives et des procédures administratives, en tout cas liées à l'investissement. La loi 2005-26, tout ça, ça a été managé par l'APIX. L'APIX a cette particularité de s'adresser directement aux préoccupations du secteur privé, de les intégrer dans les groupes de travail présidés par le secteur privé, de remonter ces problématiques-là au niveau du conseil interministériel de la primature pour pouvoir justement mener les réformes. Et ça, je pense que nous sommes en train d'y travailler. On va redynamiser cette activité-là au niveau de l'APIX et sur quoi nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes. Pendant maintenant, parce que je ne veux pas focaliser la discussion sur, vous attendez sûrement à des réalisations des grands travaux, sur les grands projets d'infrastructure. Ça aurait été ça, si aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a un changement de paradigme. Avant de parler d'infrastructures qui sont très bien, parce qu'aujourd'hui, la création de l'APIX, c'est agence de promotion de l'investissement et des grands travaux. Les deux vont de pair. Pour la petite histoire, le X de APIX, à l'époque, c'était exportation. Agence de promotion de l'investissement et de l'exportation. Maintenant, le choix a été opté pour les grands travaux à la place et on a créé l'AZEPEX, qui est une agence sœur pour dédier exclusivement à l'exportation. Quand les grands travaux sont intervenus, parce que tout simplement, c'est sur des résolutions et des recommandations de la Banque mondiale que pour attirer de l'investissement, il faut réaliser des grands travaux. Et les grands travaux attirent des investissements. Ce qui a valu la réalisation du projet autoroute que vous avez vu. Et le projet autoroute est un programme, au-delà d'être un projet infrastructure autoroutière. Parce qu'avec le projet autoroute, nous avons réalisé la restructuration de Pikine Irrégulier Sud, parce que le projet devait couper en deux tous les départements de Pikine, avec Pikine Irrégulier Sud au nord et Thiaroye, Guinaw Rail, ainsi de suite au sud. Et ça avait créé
des problèmes d'inondation et des problèmes de dérèglement, en tout cas de toute l'architecture de ce département-là. Donc, avec le projet autoroute, on a pu faire la restructuration du Pikine Irrégulier Sud pour lutter contre les inondations. Nous avons essayé de fermer Bobos à l'époque, mais malheureusement, avec une mauvaise communication, ça n'a pas pu aboutir. Et je pense que le gouvernement actuel est en train de le faire, de le réaliser. Nous avons pu faire Dakar-Diamniadio, Diamniadio-AIBD. Et pour la petite histoire, nous avons incubé l'AIBD avant de créer une société de projet. Aujourd'hui, nous avons réagi le projet Terre et d'autres projets, notamment le projet de développement touristique au niveau de Sali, qui nous a permis aujourd'hui de sauver 19 hôtels. Tous les hôtels que vous voyez actuellement, Royal Sali, Palm Beach, ils ont été sauvés, relancer des activités à travers le projet de développement touristique où on a eu à construire des épis pour avoir, en tout cas pour permettre à ces hôtels actuellement, nous réalisons le projet de développement touristique de Saint-Louis, où il y a un grand marché artisanal qu'on est en train de réaliser, et d'autres programmes qu'on a eu à manager au-delà des projets d'infrastructure qu'on a l'habitude de voir, notamment le TER et autres. Vous avez parlé du TER. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des objections par rapport à ce projet? Parce que c'est un projet de l'ancien gouvernement. Ça a été un bon projet ou pas? Parce que la PIX était en fait, une des actrices de ce projet. Vous avez une objection par rapport à ce TER-là? Ce projet-là, il me plaît aujourd'hui d'en parler. Parce que j'ai été un acteur aussi de ce projet-là, parce que j'ai travaillé sur ce projet-là. J'ai travaillé sur ce projet-là. Tous les déplacements qui ont eu à être faits, j'ai eu à contribuer dans ce projet-là pour accompagner la direction de l'environnement et des sauvegardes environnementales et sociales pour déplacer les personnes qui ont été impactées avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans ce déplacement-là. J'ai aussi assisté au développement de ce projet dans sa globalité. Vous voyez. Le projet en soi, c'est là où on se voit réellement dans les choix et ce qui diverge, les divergences que nous avons dans le paradigme entre l'ancien régime et le nouveau régime, dans l'appréciation qu'on doit mener. Et je pense que le président Ousmane Sonko, quand je dis le président Ousmane Sonko, je le parle en tant que président du parti. On s'entend bien, parce que je sais que sinon les gens pourront en déduire autre chose. Et de toute façon, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est toujours de le faire élire président. Donc cet objectif-là n'est pas encore atteint. On va y revenir plus tard. Donc quand on parle de président Ousmane Sonko, a toujours eu à le dire. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Dans la marche de développement de notre pays, il n'est pas interdit d'avoir de fortes ambitions, d'avoir une vision stratégique énorme. Mais il est important aussi également de savoir exactement de quoi on est capable et qu'est-ce qu'on a en termes de ressources avant d'enclencher, en tout cas, une stratégie qui va nous amener à un surendettement. Le Sénégal a besoin de mobilité parce que l'essentiel de l'activité se retrouve dans le triangle Dakar-Thiès-Touba aujourd'hui. Dakar concentre la majorité des activités, des ressources financières. Donc il y a un niveau d'exode, en tout cas rural, qui est énorme, qu'il fallait à l'époque, en 2013-2014, régler, parce qu'on perdait 100 milliards de francs CFA chaque année du fait de la congestion et des embouteillages. Et il y avait plusieurs options. À l'époque, quand on parle de projet TER, l'option initiale, c'était le projet BRT. Et je rappelle, pour la petite histoire, le projet BRT est un projet initialement du président Abdoulaye Wade, qui en avait le projet, qui voulait faire le projet de tramway à l'époque. C'est après qu'on a transformé. Pour vous dire, des fois, il y a la continuité de l'État. Tout État, quand il arrive, tout régime, quand il arrive, il est obligé de travailler sur le projet existant parce qu'il y a des discussions qui sont avancées. Il fait l'alignement par rapport à sa stratégie et il développe, il fait le choix de maintenir tel ou tel projet. Donc, le projet BRT était le projet le plus rentable et le plus intéressant parce que tout simplement, ça impactait plus de monde. Le projet TER est intervenu en 2014. Le timing, il est important. Il est intervenu quand? Lors de la préparation du groupe consultatif. Le régime d'avant est resté pendant 2 ans
sans initier un seul projet. Ils étaient sur le programme Yakar. Au bout de 2 ans, quand ils se sont rendus compte qu'après la traque des biens mal acquis, il leur restait 3 ans pour atteindre en tout cas la fin du mandat, ils ont initié 2 réformes. Réforme constitutionnelle pour prolonger la durée du mandat et le groupe consultatif pour aller chercher les fonds. Maintenant, la conditionnalité, une des conditionnalités pour pouvoir bénéficier des fonds, surtout quand c'est avec la France, c'était de réaliser un projet emblématique qui sera un marqueur pour le régime. Et ce projet emblématique-là, on est prêt à vous accompagner à le financer si ce sont les entreprises françaises. D'accord. Vous voyez, non, je termine sur ce point-là parce que c'est important pour comprendre. Le projet a été validé, a été conçu, taillé sur mesure pour, en tout cas, permettre de relancer l'activité de pas mal d'entreprises. Parce que nous considérons que le projet en soi, il est bon, il est intéressant pour, en tout cas, d'avoir une alternative à l'autoroute pour désengorger Dakar. Sauf que dans sa définition et dans sa conception, on nous a, c'est comme si vous habitez dans une maison en paille et que vous voulez installer un climatiseur. Vous voyez un peu. Alors que vous avez des difficultés pour subvenir aux besoins de votre population sur le plan alimentaire, sur le plan ainsi de suite, et vous payez une voiture de XL, une voiture Range Rover, alors que vous n'avez pas la dépense quotidienne. Donc il fallait dimensionner le projet, que ce soit sur le choix des infrastructures, sur le choix des rames, sur le choix du dimensionnement du projet, à la mesure de nos capacités financières. Aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer. Il y a comme tous les projets sur lesquels aujourd'hui on est en train d'auditer, il y a une vérification sur tous les projets. Et à l'issue de ça, il y aura une communication pour vous dire exactement quel a été le niveau, en tout cas, de gâchis qui a été opéré dans le cadre de ce projet-là. D'accord. Vous semblez dénoncer un peu vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce projet. Et pourtant, à l'intérieur... Je dis bien, le projet en soi, il est nécessaire, mais sauf que dans sa conception et dans les choix politiques des options qui ont été prises, il y a vraiment à redire. Et ça qui nous a valu aujourd'hui ce montant de 1200 milliards et même plus si on ajoute les TVA et toutes les activités annexes aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, vous étiez à l'intérieur de l'APIX. Oui, oui. Pourquoi vous n'avez rien dit? Parce qu'il ne relève pas de moi de dire. Il faut savoir aussi quelque part que nous sommes aussi, on ne peut pas scier la branche sur laquelle aujourd'hui on est assise. Il y a un contrat qui me lie à l'APIX, un contrat de travail. Je suis impliqué dans ce dossier-là. Ce n'est pas à moi de me mettre à discuter et à truc. Et je ne serai pas crédible vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de l'APIX. Parce qu'il faut distinguer, quand on est républicain et qu'on doit aujourd'hui travailler dans une structure, il y a une loyauté vis-à-vis de la structure. Si j'ai quelque chose à dire, et je pense que mes collaborateurs aujourd'hui avec qui je suis, moi, mon N+1, aujourd'hui, c'est mon directeur. Mes directeurs sont toujours là. Ils peuvent en témoigner. Quand il s'agissait de discuter techniquement de ce projet, de la faisabilité, j'ai eu à dire ma position. Et c'est ça qu'on appelle la responsabilité de dire là où il faut le dire. Mais dans les autres domaines, ça, je laisse ça au parti qui a eu à porter, en tout cas, les points sur lesquels, en tout cas, ils ont eu à porter ça. D'accord. Vous êtes le 5e directeur général de l'APIX. Tout à fait. Est-ce que si on vous entend bien, vous n'allez pas vous inscrire dans la continuité? Qu'est-ce que vous allez apporter comme touche? Est-ce que vous allez imprimer, quelle marque vous allez imprimer, nouvelle marque à l'APIX aujourd'hui? Parce que, comme vous dites, il n'y a plus possibilité de continuité avec tout ce qu'on a vu antérieurement. Vous savez, l'APIX a une identité et a une image. L'identité de l'APIX et l'image de l'APIX, c'est l'excellence. L'excellence dans tout. La rigueur, la qualité. Servir le peuple sénégalais et servir l'État.
Ça, aujourd'hui, c'est sur ça que nous, aujourd'hui, nous, on s'inscrit, l'APIX, sous ma direction. Pendant les 10 dernières années, de 2012 à 2024, j'allais même dire 2024, tout à fait, l'APIX a fait le choix de travailler uniquement sur un seul projet. C'est le projet Terre. Il faut le reconnaître. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, à partir de 2014, il était important d'avoir un projet emblématique sur lequel il va falloir communiquer et discuter comme la plus belle réalisation sous le magistère de Macky Sall. Par contre, l'APIX, ce n'est pas seulement les projets grands travaux. L'APIX a 5 domaines d'intervention sur lesquels j'aimerais bien, si vous permettez, revenir très rapidement. Avant que qu'on parle de ça, on reste sur le terrain un peu. Vous êtes en train de continuer le projet qui va s'étendre jusqu'à l'aéroport. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Mais parce que tout simplement, il y a des engagements qui ont été pris. Mais ces engagements-là, il faut les respecter. C'est ça la continuité de l'État. Mais par contre, il y a un point sur lequel on n'a pas dérogé et sur lequel c'est ça qui est l'atout et l'avantage d'avoir un nouveau régime avec un nouveau paradigme. C'est que ce qu'on va réaliser, c'est sans surcoût. Le budget initial, on va faire de notre mieux pour le respecter au centime près. Et c'est ça la nouveauté dans l'histoire. Ce n'est pas d'arrêter des projets pour arrêter des projets. Le projet, il est là. Il est à un niveau d'état d'avancement tel que il est impensable de revenir en arrière. On n'est pas des nihilistes. Attention. On n'est pas des nihilistes. Il y a un impact qui est attendu de ce projet-là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le projet ne pourra être rentable réellement que si on arrive à atteindre Diamniadio, AIBD, l'aéroport. Parce que sur le tronçon actuellement, et je pense que le ministre a longuement fait état de ça, sur le tronçon Dakar-Diamniadio, le projet n'est pas rentable. L'État du Sénégal est obligé chaque année de subventionner. Pour que le projet soit rentable, il faut qu'on augmente les prix. Pour qu'on augmente les prix, il faut qu'aujourd'hui, ce soit socialement acceptable. Et pour que ce soit socialement acceptable, il faut qu'on améliore les conditionnalités de transport, c'est-à-dire plus de rames, plus de places assises, qui permet aujourd'hui aux usagers d'accepter aujourd'hui de débourser 1 500 ou 2 500 pour pouvoir faire le trajet dans un cadre confort. Et encore, est-ce que ce sera le choix des usagers? Donc, aujourd'hui, il y a cette subvention-là qui permet au projet de continuer de se maintenir. Mais le projet ne pourra être rentable financièrement, et encore, jusqu'à AIBD. Donc, il est important qu'on puisse terminer le projet dans les meilleures conditions, mais tout en nous gardant d'éviter toute forme de surcoût. Et ça, c'est sur quoi aujourd'hui nous travaillons. D'accord. Ça, c'est sur le projet Terre. Oui, c'est ça. Je rappelle que nous recevons M. Bakary Sega-Bathily, le directeur général de APIX SA. Vous pourrez revenir sur les 5 domaines d'intervention. Oui. Mais il y a une question qui va s'y ajouter. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entendent au travers des commentaires et de la presse que les investisseurs que vous voulez attirer au Sénégal sont en train de le bouder, sont en train de bouder le Sénégal? Est-ce que ça, c'est une chose qu'on peut vérifier? Est-ce que c'est exact ça? Parce que la communication que vous avez développée sur les dettes cachées, sur les rapports accablants, tout ça n'a pas servi l'image globale du Sénégal. Moi, permettez-moi, M. Gueye, de faire un petit sourire quand même, parce que je sais, à un moment donné, moi, je me dis, les commentateurs, qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? C'est extraordinaire dans ce pays-là, la capacité que certains commentateurs, heureusement, la majorité des Sénégalais ont compris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont élu le président Bassirou Diomaye Faye. Il faut distinguer les commentateurs qui sont dans le rôle de commenter, en tout cas certains commentateurs, d'être dans le négatif, parce qu'eux aussi ils sont motivés par d'autres schémas politiques qui font qu'aujourd'hui ils sont obligés d'apporter, et comme l'a dit le président, nous ne sommes pas contre nous au niveau de l'État, des critiques, mais il faut que ces critiques-là soient quand même objectives. C'est là où aujourd'hui l'État fait un effort, quelque chose d'inédit
sur la base d'une loi qui a été votée en 2016. C'est-à-dire qu'on n'a pas voté une nouvelle loi pour le faire. Sur la base d'une loi qui a été votée en 2016, que l'État du Sénégal aujourd'hui, dès l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président, lance les vérifications des comptes. Une première vérification montre des écarts par rapport à ce qui a été annoncé par l'ancien régime et ce qu'on a trouvé sur place. Au lieu de poser la question comment c'est possible et qui a fait quoi ou comment, on dit non, non, c'est pas possible. Il faut aller vérifier parce que IGF, c'est pas l'État, c'est vous, c'est politique. Donc on attend le rapport des Cours des comptes qui semble être beaucoup plus distant, indépendant. Et les investisseurs, il y a une ruée ou... C'est pas, avant d'arriver aux investisseurs, d'abord, faut d'abord faire focus sur les commentateurs. Parce qu'avant, les investisseurs, je pourrais vous apporter que c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe en réalité. Mais d'abord, il faut d'abord comprendre, déconstruire cette idée reçue de dire que c'est une communication de l'État qui fait fuir les investisseurs. Non. Avant d'atteindre ce niveau-là, mais posons-nous la question, comment ce pays peut se retrouver dans une situation d'endettement qui a aujourd'hui, au moment où on parle, à plus de 101% ou bien 107%. C'est ça la question, c'est ça sur quoi il faut s'attarder, pas sur la communication. Parce que la communication est un devoir de responsabilité que nous avons vis-à-vis du peuple sénégalais. On n'a pas été élu pour pouvoir aujourd'hui, parce que c'est tout simplement cette capacité que nous avons à considérer que nous sommes beaucoup plus intelligents que le peuple sénégalais, que non, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe, ils ne savent pas comprendre les rouages de la finance, non. C'est parce qu'ils ont très bien compris ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'ils ont voté pour le régime. C'est parce qu'ils ont compris qu'il ne s'agit pas seulement de réaliser des infrastructures pour atteindre la satisfaction des Sénégalais. Le Sénégalais est quelqu'un qui est capable de vivre sans l'État. Quel est le pourcentage de Sénégalais qui vit aux dépens de l'État? Allez dans le monde rural. Qui connaît l'État? Il n'y a pas plus résilient que les Sénégalais. Ce qu'il demande uniquement, c'est qu'on crée un cadre qui lui permet d'évoluer lui-même. Donc le Sénégalais, fondamentalement, pour ceux qui ont compris l'écosystème et la sociologie sénégalaise, n'a pas fondamentalement de quelqu'un pour pouvoir survivre. Et la réponse à la question? Mais non, la réponse à la question, les investisseurs. L'année 2023, rien que dans le département que nous gérons au niveau de l'APEX, quand on parle d'agrément au code des investissements, ce sont des intentions d'investissement. On a réalisé 800 milliards d'investissements agréés en 2023, fin 2023. En fin 2024, nous avons comptabilisé 2963 investissements agréés. Est-ce que c'est une fuite des investissements ou bien des investisseurs? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Qui sont-ils? Voilà. Maintenant, c'est là où intervient la deuxième question. Sur, quand on parle d'investisseurs, c'est quel type d'investisseurs? Des investisseurs privés, des investisseurs publics, des grands investisseurs, les fonds d'investissement, les banques commerciales, les bailleurs multisectoriels, les bailleurs bilatéraux, les bailleurs multilatéraux. De quels investisseurs on parle? Est-ce que c'est des investisseurs qui attendent des eurobonds sur lesquels l'État doit, si l'État aujourd'hui émet un eurobond sur le marché international, ou bien c'est un investisseur sénégalais? De quel investisseur? Il y a plusieurs catégories d'investisseurs. Donc il faut savoir aujourd'hui comment se passe l'écosystème de l'investissement. Effectivement, la communication a montré aujourd'hui les failles de notre écosystème de gestion des finances publiques que nous avons hérité, et c'est important de s'attarder dessus, nous avons hérité de ces failles-là. Il était important de remettre les compteurs à zéro, de renouer la confiance avec les acteurs. Parce que si aujourd'hui on avait laissé ces failles-là, demain le FMI pourrait venir en juin 2025 et nous dire que vos comptes ne sont pas justes. Vous voyez le schéma, si on avait laissé, si on avait tué ces failles-là, FMI aurait pu venir, et eux-mêmes, les connaissant assez vicieux, ils auraient pu téléguider le FMI. Attention, hein, ce qu'ils ont déclaré en 2025 ne sont pas conformes avec la réalité. Allez vérifier les comptes, parce qu'il y a des dettes cachées.
Et qu'est-ce qu'on allait dire? Pastef ou bien le régime du président Bassirou Diomaye Faye a caché quoi? A caché des comptes et la dette. Et ce sera la responsabilité de qui? On va retourner pour expliquer que non, ce n'était pas nous. Donc il fallait faire une photographie temporelle de la situation. Et comme l'a dit hier le président, ça nous permettra à la fin de son mandat de voir qu'on a quitté un point A pour atteindre un point Z. Et les Sénégalais pourront apprécier. Maintenant, sur le marché international de la finance, effectivement, toutes les notations ont un impact sur l'appréciation du climat des affaires, pas le climat des affaires, mais plutôt de la solvabilité. Et quand vous allez demander un crédit à la banque, on va regarder vos capacités de remboursement. Et surtout aussi, si vous êtes assez solide pour pouvoir, en tout cas, répondre aux attentes. Et de la même manière que pour un particulier, les États aussi sont évalués pour apprécier un peu. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire, les réformes qu'ont annoncées les autorités, vont dans le sens d'une meilleure gestion, en tout cas, des finances publiques. Ces réformes, je pense, et vous me permettez aussi de saluer le ministre des Finances, et je pense qu'à la fin, on pourra saluer l'extraordinaire ministre des Finances que nous sommes en train, que nous avons aujourd'hui, parce que vous ne pouvez même pas imaginer l'alchimie qu'il est en train de réaliser pour permettre aux agriculteurs, pour permettre au secteur du BTP, pour permettre à tous ces secteurs-là, aujourd'hui, les enseignants, de pouvoir bénéficier de l'appui de l'État dans la réalisation, en tout cas, de leurs activités, parce que tout simplement, il fait face aujourd'hui à toute cette crise aujourd'hui qui secoue son département, et avec brio, il s'en sort, et je le félicite au passage. Et qui sont les plus grands investisseurs? Sûrement, c'est des étrangers, ici au Sénégal. On a entendu hier Monsieur le Président de la République parler des Chinois. Qui sont-ils, ces investisseurs? Sur ce volet-là, il faut distinguer deux choses. Il y a le volet investissement, on parle là sur ce point-là, sur le volet investissement privé. En termes de volume, c'est-à-dire le montant d'investissement, les idées sont supérieures aux investissements de nos nationaux et de nos locaux. Et sur ce volet-là, effectivement, la Chine arrive en premier par rapport, par exemple, aux investisseurs traditionnels, les pays traditionnels. Mais il est important aussi de relever que le capital n'a pas de nationalité. Autant les Chinois, les investisseurs chinois arrivent en premier en termes de provenance, en tout cas de l'origine du porteur du projet, parce que souvent ils interviennent dans le cadre des infrastructures, autant en termes de provenance technique, mais c'est dans les îles Vierges, d'où provient le capital. Les paradis fiscaux. Parce que c'est là où ils ont une capacité de mobiliser des fonds à moindre coût pour pouvoir financer, et ça c'est partout dans le monde. Donc il faut distinguer l'investisseur avec le capital. Le capital n'a pas de nationalité, le capital il est connecté partout. En termes de volume, de montant d'investissement, les IDE sont supérieurs aux investissements de nos locaux, parce qu'il y a un déficit de financement et d'accès au financement pour les investisseurs locaux. Par contre, en termes de nombre de projets soumis, en tout cas aux intentions d'investissement au niveau de l'APIX, les investissements et les réinvestissements, c'est-à-dire les entreprises qui sont déjà installées, qui réinvestissent, qui demandent en tout cas un agrément au code des investissements, sont largement, mais très largement supérieurs, qui montrent que les acteurs aujourd'hui qui sont déjà sur place font naturellement confiance au climat des affaires. D'ailleurs, il y a une récente étude de la BCEAO qui a été publiée par Agence Ecofin, a montré que le Sénégal, en termes de climat des affaires, est largement supérieur au niveau de la zone IEMOA. Donc pour dire encore une fois que ce qu'on veut faire penser du fait qu'il y a une notation qui s'est dégradée, que c'est la fuite des investisseurs, c'est totalement faux. D'accord. Quand vous parlez d'IDE, c'est investissement direct étranger, tout à fait. C'est ça. Et pour les nationaux, dans l'imaginaire populaire, les nationaux sont plus obnubilés par l'investissement immobilier. Est-ce que vous vous occupez de ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça traduit, qu'on ne prend pas de risques, ou bien les Sénégalais n'investissent pas que dans ça, dans l'immobilier, non? Il faut s'accorder une chose. Un investisseur, quand il prend une décision d'investissement, c'est pour vraiment avec la prise en compte du fait qu'il veut minimiser au maximum les risques.
Ça, il faut s'accorder sur ça. Quand un investisseur arrive, il y a plusieurs schémas qui sont en ligne de mire. Moi, j'ai un capital. Ce capital-là, je veux le fructifier. Il a plusieurs options. La banque, l'épargne, avec un taux modeste. Le marché financier, avec un taux de 6%. Le commerce, où on a une parfaite maîtrise, et je pense que sur ce volet-là, le Sénégalais, quand même, il y a beaucoup de commerçants qu'il faut s'accorder. Tout simplement, il a une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur. J'achète 100 et je vends à 200 ou bien à 250. Je paye 50 francs le transport et j'ai mes 100%. C'est rentable. Par contre, il y a des investisseurs qui viennent pour investir dans des projets à fort impact, pour créer de la valeur, parce que tout simplement, ils ont le savoir-faire, ils ont la technologie et ça leur plaît d'investir dans le secteur productif. Les investisseurs dans le domaine immobilier, surtout au niveau du Sénégal, le font parce que tout simplement, il y a une certaine maîtrise de ce volet-là. Parce que j'ai l'habitude de dire que s'il y a un secteur où le Sénégal n'a plus besoin, on peut fermer les robinets, on peut fermer les portes, d'importer, c'est les BTP. Nous avons le ciment, nous avons les minéraux pour pouvoir en tout cas faire toute forme de construction. Nous avons tous les éléments pour faire les constructions. Donc, malgré en tout cas les coûts, aujourd'hui on a 5 cimenteries aujourd'hui qui nous permettent d'être compétitifs. Donc, on a le savoir-faire et la technologie pour faire les BTP. À cela s'ajoute aujourd'hui quand même un cadre de vie qui s'améliore, qui permet aujourd'hui au Sénégal en termes de destination sur tout ce qui est immobilier, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au pays de la sous-région, le Sénégal offre le meilleur cadre de vie. Et ce qui fait que l'investisseur dans ce domaine-là, il est à l'aise. Par contre, c'est là où aujourd'hui l'APEX intervient pour réorienter ces investisseurs-là qui sont dans le domaine immobilier vers le secteur productif parce qu'il faut nous le rendre attractif à travers des incitations. Et ça fait l'objet d'une analyse. Aujourd'hui, la réforme du Code des investissements permet d'élargir en tout cas les secteurs prioritaires où on peut investir, mais également inciter les grands commerçants qui importent aujourd'hui, qui sont les grands importateurs, à pouvoir investir dans le secteur, notamment surtout le secteur agricole. Maintenant, il faut établir le cadre pour le rendre incitatif. D'accord. Dans APIX, il y a les grands travaux. En un an, ce que les Sénégalais constatent, c'est que le nouveau pouvoir n'a encore posé aucune première pierre, même pas le début. Pourquoi? Vous n'êtes pas des bâtisseurs, c'est quoi? C'est pour ça que je rigole parce que tout simplement, bon, il y a certains Sénégalais, il faut parler de certains Sénégalais. Vous avez bien précisé certains Sénégalais, et encore. Et c'est ce piège-là sur lequel nous n'allons pas tomber. Vous pouvez comparer. Et c'est pour ça c'est important de revisiter l'histoire. Un nouveau régime qui arrive, qui a fait 1 an, à qui on demande aujourd'hui de poser une première pierre. Abdoulaye Wade, quand il est arrivé en 2000, il lui a fallu combien de temps pour faire une pose de première pierre? Revisiter l'histoire. Comme je vous l'ai dit, Macky Sall a sorti PSE en 2014. Il a été élu en 2012. On se rappelait de l'époque où on disait que dès qu'il faut Macky, et on avait même donné le billet de 500 francs, le nom de... en tout cas, on avait utilisé, pour le railler un peu, 500 francs, on utilisait le Macky. Je pense que fondamentalement, il faut changer de paradigme. Déjà, premier point, excusez-moi, je sais que ce n'est pas de vous, mais c'est absolument faux de dire qu'on n'a pas posé de pierre. Quand on a lancé les grands transferts de l'eau, le projet de grand transfert de l'eau, ce n'est pas un projet majeur qui doit permettre aujourd'hui à 15 millions de personnes de bénéficier de l'eau, alors qu'aujourd'hui on est dans les études de sa phase 1. Quand on lance les études, c'est pour lancer des projets. Et les études seront disponibles en 2026. 15 millions de personnes qui auront accès à l'eau à travers ce grand projet-là. C'est le plus grand projet aujourd'hui, un des plus grands projets. Ça fait 40 ans que tous les régimes ont essayé de mettre en œuvre ce projet. Le président Bassirou Diomaye Faye est en train de mener les études pour sa réalisation. Promogène,
aujourd'hui, c'est quel projet? D'accord. L'accès de l'eau à Touba, c'est quel projet? Le New Deal Technologie, on a lancé aujourd'hui, on va bientôt aller vers la réalisation, en tout cas, des data centers et de cloud. On a en tout cas des partenaires qui sont prêts à l'accompagner. C'est quel projet? Le New Deal Technologie. Les réseaux gaziers sénégalais, c'est quel projet? C'est ce qui nous permet de réduire drastiquement aujourd'hui le coût d'électricité si on les réalise avec les centrales à fioul qu'on va remplacer par les centrales à gaz. C'est quel projet? Donc dire qu'on n'a pas lancé de grands projets, c'est véritablement ne pas savoir exactement ce qui s'est fait dans ce pays-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas fait la communication que les gens ont été habitués. C'est cette communication fanfaronnade pour dire qu'aujourd'hui, nous allons vers de très, très grands... Nous ne sommes pas dans ça. Le président a bien expliqué, aujourd'hui, nous sommes dans le temps du redressement. Et ce temps de redressement nécessite d'abord des réformes. Nous ne sommes pas dans une course à la réalisation de grandes infrastructures, loin de là. Parce que tout simplement, si on se lance dans cette course-là, on est dans une logique de non, le mandat arrive à expiration dans 5 ans, il faut accélérer pour pouvoir délivrer. Non, nous ne sommes pas dans cette course. Nous sommes en train de construire un pays étape par étape. Cela n'enlève en rien le fait qu'on puisse lancer en tout cas des initiatives qui vont être, en tout cas, qui vont aboutir à la pose de première pierre bientôt. Mais pour cette première année, on privilégie les grandes réformes qui doivent permettre d'établir les fondations pour l'érection de ces grands projets-là dont vous parlez tout à l'heure. D'accord, donc ce n'est pas une année blanche. Loin de là. Oui, c'est ça. Il nous reste 10 minutes. Vous parlez d'économie compétitive dans l'agenda de transformation, c'est l'un des 4 axes, si je ne m'abuse. Il y a des problèmes de compétitivité ici au Sénégal, c'est palpable. On voudrait savoir pourquoi on a autant de faiblesses et qui sont nos plus grands concurrents, par exemple, dans la sous-région. Pourquoi le Sénégal n'est plus compétitif? J'allais dire que nous sommes nos propres concurrents. J'allais le dire. Parce que tout simplement, ça fait plus de 60 ans que nous avons connaissance de nos carcans, de nos goulots d'étranglement. Mais du fait, par manque de volonté politique, on n'arrive pas à se débarrasser de certains facteurs qui bloquent. Parce que tout simplement, on est dans le... C'est une suite logique de ce qu'on a eu à discuter depuis le début de cette émission-là. Et si on arrive à inverser ce paradigme de la réalisation des infrastructures qui mobilisent beaucoup d'investissements, beaucoup d'endettement, parce que de 2000 à... Vous pouvez regarder les courbes économiques de 2000, l'endettement a explosé de 2000 à 2024 du fait de cette course même si avant il y a eu des manquements par la désindustrialisation des années 90 où on a perdu beaucoup d'industries du fait de l'ajustement structurel, ainsi de suite. Ça, on a largement discuté là-dessus. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui par rapport à la compétitivité, il y a plusieurs facteurs. L'accès au foncier est un problème majeur au Sénégal. Quand je parle de foncier, ce n'est pas le foncier lié à l'habitat, ni le foncier, c'est le foncier économique. Au Sénégal, c'est très facile d'avoir du foncier pour construire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est très facile pour avoir du foncier. Donc on va acheter lotissement, chaque commune va avoir son propre lotissement, vendre à des prix dérisoires le foncier pour qu'on puisse, en tout cas à des promoteurs, ces promoteurs-là, aujourd'hui, vont vendre les terrains, revendre, on crée le marché du foncier et ce qui a valu tous les problèmes qu'on connaît. Donc alors qu'il n'y a pas aujourd'hui des zones dédiées à l'activité économique. Aucune sécurisation du foncier pour l'agriculture. Aucune sécurisation pour le foncier, pour les zones industrielles des produits halieutiques. Aucune sécurisation du foncier pour les zones d'activité économique, notamment les zones économiques sociales. Aucune sécurisation aujourd'hui du foncier pour les zones industrielles, dans chaque pôle de territoire. Et c'est pour ça que nous, avec les nouvelles orientations, il est important, et sur quoi l'APEX aujourd'hui est en train de travailler, en étroite collaboration avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est au niveau des 8 pôles identifiés, ce qu'on appelle les zones aménagées pour l'investissement. C'est pour ça que dès que je suis arrivé à la tête de l'APEX, la première rencontre et que je valorise aujourd'hui, la première convention que j'ai eu à signer, c'est avec l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire.
un développement, ça se planifie. Ouais. Ça ne se décrète pas, ça se planifie dans l'aménagement du territoire en fonction de la vocation de chaque pôle, ériger des pôles territoires. C'est ce qui m'a amené à Touba, où aujourd'hui on est dans la phase d'études pour la réalisation de la zone aménagée de l'industrie artisanale, qui va nous permettre d'arrêter toute forme d'importation de tout ce qui est maroquinerie. C'est ça qui nous a amené à Binedo Yoro Fula, où aujourd'hui on a 50 hectares sur lesquels on est en train de travailler pour accueillir des industries de transformation de l'arachide avec Sonacos. Ce qui nous a amené aujourd'hui au niveau de Matam, où aujourd'hui on est en train de négocier pour avoir 50 hectares pour les pôles territoires. Donc, le foncier. Au-delà du foncier, il faut une parfaite maîtrise de l'énergie. D'accord. Avec l'électricité, le gaz doit permettre justement de... Voilà. D'accord, on ne pourra pas développer. On ne pourra pas tout développer. Oui, c'est ça, il y a les aspects politiques, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Vous me rappeliez que vous avez été directeur de cabinet de l'actuel Premier ministre, M. Sonko. Donc, en tant que technicien à l'APIX, vous faisiez en même temps de la politique. Est-ce que vous la faisiez à visage découvert ou est-ce que c'était ni vu ni connu? Je vais vous répondre très... Est-ce que c'était compatible d'ailleurs? Voilà, je vais vous répondre très franchement et très simplement. Ouais. La Constitution me donne le droit de m'associer à n'importe quelle organisation. C'est un droit constitutionnel. Je n'ai pas besoin d'autorisation, je n'ai pas besoin de permission. Et sur quoi je n'ai pas besoin d'informer qui que ce soit de mon adhésion à un parti politique ou pas. Vous le faisiez à visage découvert? Ce n'est pas que je le faisais à visage découvert, ou bien, si ce n'était pas aujourd'hui mes obligations professionnelles en tant que directeur général de l'APIX, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui dans les plateaux, au niveau des plateaux pour débattre. Parce qu'aussi, quelque part, ma manière de faire de la politique, elle est différente. De la plupart, parce que c'est ma manière. Et je pense que c'est un choix personnel de ne pas être au devant. C'est un choix personnel. Mais n'empêche, ma contribution, je laisse au parti de l'apprécier et d'évaluer ma contribution au sein du parti. Et pourquoi j'ai été aussi nommé directeur de cabinet, alors que mon adhésion a été faite en 2018 au parti. Et malgré tout, monsieur le président Ousmane Sonko a eu à me remarquer, à me faire confiance, à me nommer directeur de cabinet. Et jusqu'à présent, jusqu'au renouvellement prochain, je suis toujours le directeur de cabinet. Mais je laisse apprécier mon apport et évaluer tout ce que j'ai eu à faire, ou bien tout ce que j'ai eu à faire à ses côtés. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas ma personne en tant que telle. C'est loin de là. Peut-être c'est pour ça que je ne me mets pas souvent en avant. C'est surtout comment contribuer au développement de notre cause et à notre idéologie. C'est ça qui est plus important pour moi. D'accord. Donc, directeur de cabinet, vous l'avez été. Donc, vous avez été très proche de M. Sonko. Est-ce que vous avez été si proche de M. le Président de la République? C'est le Président de la République, justement, qui m'a mis en contact avec le Président Ousmane Sonko, pour vous dire. Et nous avons eu à réaliser avec d'autres cadres, notamment l'actuel directeur général de la CDC et deux autres cadres, président du conseil d'administration de l'AIBD, à la finalisation de notre premier programme, qui est le programme Jotna. Nous avons beaucoup travaillé pendant des nuits pour finaliser ça et d'autres contributions qu'on a eu à faire dans le mouvement des cadres. Et jusqu'à présent, on est toujours en contact. Voilà, on a noté au cours de la discussion, vous aviez dit que vous voulez toujours mettre M. Sonko à la présidence de la République, alors qu'il y a un président actuel. Qu'est-ce que vous en ferez? Je vais vous dire très simplement, le président de la République, tous les membres du parti, tous les Sénégalais ont pour objectif de voir le président Ousmane Sonko, président de la République du Sénégal. Quand ça? Quand Dieu le décidera. C'est ça la différence. Nous travaillons parce que c'est un objectif que nous avons eu depuis la création du parti. Et ce n'est pas pour rien qu'il est toujours le président du parti. Notre objectif reste de faire de Ousmane Sonko le président de la République. Maintenant, c'est ça la dimension qu'il faut, dans l'approche, dans ce qu'apporte PASTEF comme nouveauté. C'est que nous savons accepter les signes du destin. Et je pense que nous le mesurons.
Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye occupe pleinement sa position de président de la République. Et c'est le premier Ousmane Sonko qui l'a installé en tant que président de la République. Le président Bassirou Diomaye Faye, après l'avoir vu hier, vous avez pu constater comment il assure et rassure. Ça, c'est la dimension du président de la République. Il s'est élevé à un niveau qui ne lui permet plus de rentrer dans des schémas politiques. Et ce sur quoi aujourd'hui il travaille nuit et jour, c'est de rester fidèle à son engagement, à son contrat qu'il a vis-à-vis des Sénégalais. Par contre, pour les autres aspects qui sont liés beaucoup plus à des aspects politiques, nous, en tant que militants, en tant qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre ligne politique, c'est de voir un jour le président Ousmane Sonko à la tête de notre pays. Ça peut se faire dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, mais en tout cas, c'est notre vœu et c'est sur quoi nous travaillons, en tout cas, et on attend, on tend les mains et on prie aussi pour que Dieu le réalise, parce que si on en est arrivé là, par la grâce de Dieu, et en bonne partie, c'est grâce à lui. Donc, si c'est en 2029, cela suppose que le président actuel ne ferait qu'un seul mandat. C'est ce que vous lui souhaitez, un seul mandat? Ce n'est pas ce que je lui souhaite. Je lui souhaite de faire autant de mandats que le permet la Constitution et autant de fois que les Sénégalais lui feront confiance. Par contre, ce que nous nourrissons, encore une fois, comme un vœu et comme un souhait, et c'est sur quoi nous travaillons aussi également politiquement, c'est de voir un jour le président Ousmane Sonko à la tête du pays. D'accord, le temps est fini. On a entendu avant-hier le chef de l'État dire que l'ancien président, il sait qu'il trame des choses quelque part, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Vous avez compris ce qu'il a voulu dire? Je laisse le président apprécier ce qu'il a eu à dire. D'accord, très bien. Vous êtes également impliqué dans, c'est la dernière question, dans les Jeux olympiques de la jeunesse. Tout à fait. Nous accompagnons autant le COJOJ que... Ils seront prêts en 2026. Ils seront prêts. C'est un grand événement. Il n'y a pas de retard dans les travaux. Il n'y aura pas de retard dans les travaux. Et avant d'arriver même aux Jeux olympiques de la jeunesse, il y a 2 événements phares auxquels, en tout cas, le Sénégal aujourd'hui va abriter, notamment le Forum sur le système alimentaire, qui est un grand événement international de haut niveau, et le Forum Invest in Sénégal, que l'APIX organise en 2025, le 7 et 8 octobre, un événement qui sera l'occasion pour le Sénégal de montrer tous les grands projets dont vous parlez tout de suite, mais également toute la stratégie d'attractivité de l'investissement privé. C'est ça, Invest in Sénégal. Invest in Sénégal. L'anglicisme là. Non. L'anglais, ce n'est pas la langue officielle. Vous allez découvrir bientôt, quand on va lancer, que nous ne sommes pas dans l'Invest in Sénégal. C'est quelque chose de nouveau, justement, et vous l'aurez lors du lancement. Donc je vous invite vivement à suivre le lancement très bientôt, et qui sera présidé par le Premier ministre, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Le temps file. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions, mais on va les ajourner pour la prochaine fois. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Merci à notre invité Bakary Sega Bathily, directeur général de APIX SA. Merci à Abdoulaye Ndiaye pour la partie technique et aux photojournalistes Pape Doudou Diallo. Et nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche.